que ça vous inspire un peu, cette ambiance? Regardez, les néons, c'est quand même... En fait, c'est quelque chose que que j'avais en tête pour les concerts que je veux partager avec le public ici, le public cannois. C'était le fait de matérialiser, au fond, le projet que j'ai depuis que j'ai commencé à composer mon nouvel album Oxymore, c'est-à-dire le fait de faire rentrer le public dans le cercle. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a eu depuis des années un rapport frontal à la musique. C'est-à-dire que quand on visualise, quand on compose pour l'orchestre, on visualise l'orchestre en face de soi en se disant on a les cordes d'un côté, les percussions de l'autre, les bois de l'autre. Quand on est en studio, on a les deux enceintes en face de soi. Quand on est en concert, on a aussi la sono en face de soi. Et en fait, on a ce rapport frontal en 2D, un peu comme un peintre, avec le son. Or, la stéréo n'existe pas dans la nature. Quand on se parle en mono. Une voiture qui passe, c'est en mono. C'est finalement l'environnement autour de soi et nos oreilles d'êtres humains qui créeront la perspective audio. Et donc, du coup, j'ai eu l'idée, pour cet album, non pas de créer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce que font la plupart des gens, de composer en stéréo, et éventuellement après, de faire une spatialisation ensuite. Mais pour moi, je suis contre ça parce que c'est un peu coloré, c'est comme colorer un film en noir et blanc. En fait, je suis parti du départ avec l'idée de composer cet album en me disant toutes les parties d'arrangement, d'orchestration, j'ai envie de mettre la basse ici, je la mets là, je mets des cordes là, je le mets là, une séquence ici, je la mets là, un peu comme de placer des sons dans l'espace. Évidemment, c'est une manière totalement différente de composer qui va totalement changer la manière de produire, d'imaginer la musique dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent. Et donc, j'avais envie à Cannes pour cette première de pouvoir justement faire rentrer et faire profiter, partager avec le public ce concert en immersif. C'est-à-dire que les gens soient dans la musique et pas devant la musique. Donc c'est vraiment un bricolage un peu ce que vous faites. Vous assemblez plein d'éléments pour former un univers en fait. Mais c'est toujours du bricolage. Je pense que ce qu'on fait, quand on voit les artistes, les peintres, les sculpteurs et les musiciens, on passe notre temps à détourner une technologie à notre avantage. Et donc du coup, c'est tout à fait juste. Tout ce travail, tout cet album, ça a été justement de la découverte, ça a été du défrichage et d'une certaine manière aussi de la bidouille, du bricolage. C'est ce qu'on fait. J'entendais récemment James Cameron pour Avatar dire que finalement, avant de commencer à tourner, il a bidouillé pendant 5 ans. C'est-à-dire justement d'explorer quels étaient les meilleurs outils pour arriver au résultat qu'on connaît. Et donc c'est la même chose. Alors, en fait, on peut se dire quand même que c'est du bricolage de luxe parce que c'est quand même. Je suis entouré de gens qui sont des hyper techniciens très pointus, des ingénieurs très pointus, et pour arriver justement à recréer. Alors dans cette salle, parce qu'on ne pouvait pas être dehors parce qu'il fait trop froid, mais dans cette salle qui est le salon des ambassadeurs, en fait, on est un peu comme dans Stonehenge, une sorte de totem, on est entouré de totems sonores finalement pour arriver à ce que le public soit vraiment à l'intérieur de la musique. Oui, c'est ça. Et puis justement, avec toutes ces technologies qui apparaissent, je pense notamment à l'intelligence artificielle. Est-ce que pour vous ça vous fait peur ou est-ce qu'au contraire vous comptez peut-être vous en servir pour créer justement quelque chose de nouveau encore? Oui, enfin, la technologie est neutre. Hein. La technologie et la création sont liées. C'est souvent la technologie qui dicte les styles et pas l'inverse. C'est-à-dire que parce qu'on a inventé le violon que Vivaldi fait la musique qu'il a faite, qu'on a inventé le synthé que des gens comme moi ou d'autres, et beaucoup d'autres font la musique qu'ils font, donc, et pas l'inverse. Donc l'intelligence artificielle va évidemment permettre des tas de choses, il ne faut pas en avoir peur. On a souvent une vision un peu dystopique du futur en se disant oh là là, les nouveaux outils qui arrivent comportent des risques d'aliénation, etc., etc. Je pense que ce qui va être intéressant, c'est de la détourner, l'intelligence artificielle, à notre avantage, de pouvoir trouver des moyens de créer différemment. Et je pense que les jeunes artistes aujourd'hui ont énormément de chance parce qu'on est après le Covid, là on est en plein moment de disruption, l'émergence du métavers, de la VR, justement des univers immersifs, dans lesquels le son a un rôle central à jouer. Parce que rappelons que le champ visuel c'est 140 degrés, le champ auditif c'est 360 degrés, donc paradoxalement la technologie d'aujourd'hui nous ramène à une manière naturelle
d'écoute, ce qu'on écoute dans la rue. Dans la rue, on est entouré de sons, et c'était quand même dommage finalement qu'on ne soit jamais penché sur le fait que, pourquoi pas dans la musique, et qu'on garde, il y a des petits malins qui ont inventé en stéréo, la stéréo dans les années 30 ou 40 du siècle dernier, en se disant, tiens, on va décaler le canal gauche avec le canal droit pour créer une illusion d'espace. Mais c'est une illusion. Et là, en fait, avec la technologie d'aujourd'hui, on peut vraiment être dans l'espace du son. Et ça va. Je suis absolument convaincu que d'ici quelques mois, quelques années, on considérera la stéréo avec la même affection qu'on considère aujourd'hui le gramophone de nos arrière-grands-parents. Et donc demain, vous allez faire un peu trembler les Cannois avec votre musique. Vous avez été d'ailleurs un des premiers à vouloir transformer les concerts classiques en véritables shows, quoi. Pourquoi ça a été important? Pour une raison, j'ai voulu... quand j'ai commencé la musique électronique, moi, il n'y avait pas de salle qui était adaptée. Il y avait soit des salles qui étaient adaptées au rock ou au jazz, soit des salles qu'on appelait omnisport, où le lundi il y a un congrès Tupperware, le mardi un congrès du PS, le mercredi un match de basket, et on arrive le jeudi dans des endroits qui ont des ondes, des vibrations un peu particulières. Donc en fait, j'ai eu envie d'aller à l'extérieur, et puis en même temps, la différence, c'est quand on regarde quelqu'un jouer de la guitare, du violon ou de la trompette, culturellement, on sait le son que ces instruments font. Quand on est devant un synthé qui peut à la fois faire le son d'un hautbois ou d'une locomotive, c'est beaucoup plus compliqué à visualiser. Donc, naturellement, je me suis penché sur justement essayer de trouver la prolongation visuelle des sons et de la musique que je faisais, qui était à l'époque où j'ai été, je pense, le premier à le faire. Maintenant, c'est devenu une grammaire, c'est devenu un vocabulaire classique pour l'électro et au-delà, même pour le rock. Enfin, moi, quand j'ai commencé à faire ces concerts, on oublie que les gens, même les gens du rock, venaient avec des lumières, avec une vingtaine de lumières, point barre. Et donc, c'est vraiment un langage qui s'est développé. Et aujourd'hui, paradoxalement, pour ces projets-là, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que c'est encore un oxymore. C'est-à-dire que je pense que dans un moment où justement on voit finalement dans les concerts de plus en plus de gens ne même plus écouter le son parce qu'ils filment et ils archivent des moments qu'ils ne reverront sans doute d'ailleurs jamais. Donc ils loupent à la fois le live et ils loupent à la fois aussi l'opportunité de le revoir puisqu'ils ne le reverront pas nécessairement. Donc dans ce cas, c'est vraiment l'idée de se dire les oreilles ouvrent les yeux, que moi j'ai envie de créer en fait au fond la bande son que vous, auditeurs, vous allez de l'histoire ou de l'histoire du film que vous faites dans votre tête en écoutant la musique. Et donc c'est tout ça. Et donc c'est vraiment au-delà de la technologie, parce que finalement on s'en fout, ce qui compte c'est le résultat, c'est justement d'aller plus loin dans la manière de partager une émotion musicale avec le public, quoi. Justement, le public, un jour, ça a été même 2,5 millions de personnes. Est-ce que vous aurez pensé honnêtement que la musique électro aurait pu devenir une musique aussi populaire, la musique la plus populaire au monde finalement? Moi j'étais convaincu dès le départ que la musique électronique, à cause du fait justement qu'on devenait son propre luthier, qu'on ne travaillait pas avec des instruments dont le timbre avait été fixé à l'origine, mais qu'on pouvait fabriquer ses propres sons, que ça allait devenir la grammaire du XXIe siècle, la manière dont on allait travailler. J'étais absolument convaincu très très vite. Et puis le fait aussi que ce qui est intéressant dans la musique électronique, c'est qu'à la fois, comme vous le disiez, c'est la musique la plus populaire au monde, mais qu'en même temps elle est restée underground. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais... il y a eu l'establishment de la musique classique, bien sûr, l'establishment du jazz, l'establishment du rock, l'establishment de l'électro. C'est pas clair. Et du coup, c'est ce qui, je pense, fait que la musique électronique reste encore si vivace et qu'elle a un bel avenir devant elle. Et justement, vous, avec votre succès international, comment vous avez vu la notoriété? Est-ce que vous auriez aimé faire une Daft Punk, par exemple? Ou est-ce que... Faire quoi? Une Daft Punk, c'est-à-dire être masqué, ou est-ce que finalement... En fait, la musique électronique avance masquée de manière générale. Moi, mes premiers albums, j'avais pas de photos dessus. Il se trouve qu'après, j'avais pas de casque à disposition, donc j'ai continué démasqué. Mais finalement, c'est peut-être dans l'ADN de la musique électronique d'avancer d'une certaine manière un peu masquée. C'est-à-dire qu'en fait, l'incarnation
pas aussi forte que dans d'autres genres musicaux, notamment dans le rock. Et d'ailleurs, beaucoup de DJ qui aujourd'hui sont très incarnés font finalement plus de la pop que de l'électronique. Ils sont passés de l'autre côté de la rivière, si j'ose dire. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci à vous. Merci. C'est parti. Donc, du coup, après plusieurs shows ici à Cannes, qu'est-ce que vous en retenez du coup de cette expérience? D'abord, j'en retiens le fait que ces concerts se placent sous le signe du lancement de ce nouveau Midem. Et je trouve que c'est une bonne idée, une bonne initiative que le maire de Cannes a eue de relancer une marque qui est reconnue, respectée dans le monde entier et qui était un peu tombée en désuétude, qui a un peu disparu parce qu'elle n'a probablement pas su s'adapter à l'évolution de la musique. Et aujourd'hui, qu'on a après le moment du Covid, ce moment de disruption, changement de paradigme où en fait il y a l'émergence du métavers, de la réalité virtuelle, des NFT et notamment de l'immersion sur le plan musical. Ce Midem Plus étant placé sur le signe justement de l'innovation tombe bien. Et c'est bien en plus que ça soit en France, puisqu'on a des tas de start-up, des tas de gens aussi bien sur le plan du son que sur le plan visuel et sur le plan de la VR par exemple, et de la XR, qui sont parmi les plus pertinents dans le monde. Donc c'est bien que ce Midem finalement devienne une sorte de rendez-vous annuel de l'évolution des technologies au service des artistes. C'est ça. Et puis ce qui marchait bien, ce que les gens ont retenu, c'est que en fermant les yeux, en fait, c'est ça qui les faisait finalement voyager et ressentir votre musique. Est-ce que vous l'avez un peu conçu pour ça aussi? Alors, musicalement, il y avait aussi cette idée que moi j'en ai un peu marre en plus j'ai un peu créé, je suis un peu responsable, je dirais ça avec modestie, mais je suis un peu responsable du fait que d'avoir intégré autant de visuels dans les concerts. J'étais un des premiers, sinon même le premier en tout cas à utiliser le mapping sur des lieux urbains, dans des lieux urbains, de faire des concerts en utilisant une scénographie visuelle et en l'intégrant de manière importante. Aujourd'hui, c'est devenu une grammaire ou grammaire traditionnelle de tous les concerts, en électro particulièrement, mais pas seulement, rock, hip-hop, etc. On ne peut plus concevoir un concert sans écran vidéo, tout ça. Et en fait, petit à petit, avec le développement des smartphones et tout ça, tout le monde passe leur temps à filmer le live. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'écoutent plus les concerts, mais en fait, finalement, on les enregistre et on crée des archives qu'on ne regardera probablement jamais entièrement. Donc en même temps, c'était en même temps un côté subversif en se disant je vais faire des concerts dans l'obscurité, il n'y a rien à voir, et pour revenir finalement à quoi? Pour revenir aux racines de la musique. Et avec l'idée que quand on est justement en immersion totale, on est dans la musique et pas devant la musique, et que finalement on peut partager des sensations de manière encore plus importante. Et comme vous le disiez très justement, le fait de fermer les yeux, pour moi, j'ai la sensation, quand je joue sur scène justement avec une musique que j'ai conçue pour l'immersion, et c'est finalement d'écrire la bande son en live du film ou de l'histoire que vous pouvez vous fabriquer dans votre tête. Et ça, je trouve que c'est finalement revenir aux sources de la musique, c'est-à-dire le fait de faire marcher l'imaginaire et que ce que vous entendez crée les images qui vous sont propres et qui seront différentes pour vous, pour qui que ce soit d'autre. Donc ça c'est propre à la musique électronique, mais j'imagine que c'était un pari risqué au début, personne n'y croyait au départ quand vous avez commencé ça. En fait, c'est marrant parce que moi j'ai vécu en fait 3 moments de disruption. Le premier, au début, quand j'ai commencé la musique électronique, où effectivement on était considéré comme une poignée d'allumés qui travaillaient avec des machines, qui n'étaient pas considérés quand même comme des instruments de musique. D'ailleurs, le mot machine est resté pour les synthés, alors que le synthé, on peut le comparer à un saxophone, une clarinette, enfin c'est un instrument de musique, on le sait aujourd'hui, mais le mot est resté. Et puis le deuxième moment de disruption et de changement, de révolution, c'est la révolution numérique, c'est-à-dire l'avènement de l'ordinateur, etc., où on a changé de manière complètement de travailler. Et puis le troisième, qui est sans doute le plus important, c'est ce moment de l'émergence des mondes immersifs, avec les métavers, avec la XR, et notamment où en fait le son et la musique va se retrouver au centre du jeu, si j'ose dire, avec le fait que, comme je le dis souvent, la stéréo n'existe pas dans la nature, hein, quand on se parle en mono, et c'est l'environnement autour de nous qui crée la perspective audio, et paradoxalement, le seul moment où on n'entend pas la musique
autour de nous comme dans la vie quotidienne où on se parle, il y a des gens qui passent dans la rue, on entend les vagues derrière, etc. Donc on est immergé dans le son. C'était la musique paradoxalement, où on avait ce rapport frontal avec la musique. Et aujourd'hui, j'ai eu envie justement de rompre cette barrière et de me dire je vais concevoir, je vais pas non... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de spatial audio, etc. Mais en fait la plupart du temps, c'est de la musique mixée, produite de manière traditionnelle en stéréo, qu'on spatialise ensuite. Pour moi, c'est un peu comme coloriser un film en noir et blanc. Ça n'a pas vraiment de sens. En revanche, ce qui est intéressant, c'est dès le départ de concevoir la musique en immersif, c'est-à-dire de se dire, tiens, ce son-là, j'ai envie de le mettre ici, et puis qui voyage là. Ça change complètement, c'est qu'au lieu d'être devant la musique, on est dedans. Et on est dedans en tant que musicien, producteur, etc. Mais on partage cette immersion avec le public. C'est la raison pour laquelle, effectivement, à partir du moment où on est dans la musique, je demande au public, comme ça a été le cas pour vous, finalement de fermer les yeux, parce que, comme on le disait avant cette conversation, avant cette interview, ça change tout. Et puis, ce qui est fascinant en parlant de votre public, c'est qu'on voit autant des enfants qui viennent avec leurs parents, parfois même leurs grands-parents. C'est fou de se dire que la musique électro, elle rassemble autant, quoi. Comment vous l'expliquez? Alors moi, je l'explique pour une raison, c'est que petit à petit, la musique électronique est devenue la musique la plus populaire au monde, mais elle est toujours encore aujourd'hui restée underground. C'est-à-dire que très vite, le jazz, qui était underground, s'est transformé en une sorte d'establishment. D'ailleurs, qui a jugé avec condescendance le rock quand il a commencé. Et le rock underground est devenu aussi officiel, avec des gens qui faisaient partie de l'establishment, qui d'ailleurs ont accueilli plutôt fraîchement la musique électronique. Ce qui est drôle avec la musique électro, c'est que il n'y a pas d'establishment de la musique électronique, ça reste toujours underground, ça reste toujours masqué d'une certaine manière. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que cette musique, parce qu'elle n'est pas récupérée par un ghetto ou par un secteur, elle reste complètement transgénérationnelle, transculturelle. Même le hip-hop aujourd'hui, il y a l'establishment du hip-hop, il y a la noblesse du hip-hop et du rap. Et quand je dis noblesse, ce n'est pas nécessairement une qualité, mais il y a cette espèce de côté hiérarchisé, pas dans l'électro. Et justement, vous avez parlé de rap, c'est la musique la plus écoutée chez les jeunes. Est-ce que vous, pour toucher les jeunes, vous avez déjà songé peut-être à collaborer avec un de ces artistes? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible, mais ça ne s'est pas encore présenté, mais j'espère que ça se présentera un jour, oui, absolument. Vous connaissez peut-être des artistes que vous avez déjà réfléchi Oui, bien sûr, il y a évidemment, moi je rêverais de travailler avec quelqu'un comme Kanye West, même s'il est complètement allumé, c'est vraiment un très grand talent. Moi je suis toujours, il y a un décalage entre le personnage lui-même qui n'est pas nécessairement des plus avenants, et c'est un euphémisme, et puis sa production qui m'impressionne toujours. Et puis un autre artiste que j'aime beaucoup, c'est Eminem, depuis toujours, qui a vraiment une couleur. Vous savez, ce qui est intéressant dans n'importe quel style de musique, c'est que finalement, au bout de 30 secondes, vous écoutez Miles Davis, vous écoutez Billie Eilish, vous écoutez Moby, vous écoutez Kanye West. En 30 secondes, vous savez que c'est eux et personne d'autre. Et c'est ça qu'on appelle le style et c'est ça qui est intéressant. Vous cherchez une identité en fait. Exactement. Mais moi, quand j'évoque le nom de Jean-Michel Jarre à mes parents, ils disent tous « Oh, mais ce concert à la Défense, oh là là, j'y étais, 2,5 millions de personnes. » Est-ce que vous pouvez juste me reparler de cette expérience? Est-ce que déjà vous les voyez, ces 2 millions de personnes à ce moment-là? Bien sûr, il se trouve que, et c'est tout à fait pour moi un mystère dans ma vie, c'est que le premier concert que j'ai fait, à Place de la Concorde, il y a eu 1 million de personnes. J'ai mis quand même au moins 6 mois à m'en remettre. Parce que c'était un choc, il y avait même eu très peu de promotion. Et en fait, je me suis retrouvé à finalement, plus j'allais dans ma vie, les concerts, et plus il y avait de monde. Et en fait, ça rend tout à fait humble parce que, en fait, j'ai pas décidé ça, c'est arrivé, c'est encore mystérieux pour moi, mais je pense que c'est aussi l'idée de considérer un concert non pas comme une démarche individuelle, mais une démarche collective. La Défense, on était 1000 personnes. C'était comme tourner Apocalypse Now en une nuit. Et donc avec des tas de techniciens différents, des tas de musiciens, d'artistes différents, des graffeurs. Enfin, et donc c'était ce côté collectif que j'ai beaucoup aimé. Et puis aussi l'idée un peu, moi j'ai été élevé à Lyon avec mes grands-parents qui étaient devant une place où il y avait les cirques qui arrivaient. Et les cirques, j'étais toujours fasciné quand j'étais gosse de voir les caravanes arriver nuit, jouer et partir le lendemain matin.
Et en fait, l'idée du one-off m'a toujours beaucoup plu dans une société dans laquelle on est depuis un bon moment, où tout est répété, enregistré à l'infini. Le fait de faire quelque chose qui ne dure qu'une fois a un charme aussi. Et c'est ce que j'ai aimé aussi à Cannes, c'est finalement de faire des concerts qui soient un peu des one-off à chaque fois. Et c'est ce que j'ai envie de faire en 2023, c'est de partir avec ce cercle un peu, ce cercle magique, et puis d'aller l'installer dans différents endroits. Et de partager justement avec un public, comme vous le disiez très justement, un public très bigarré, très différent. Il y a aussi bien comme vous le disiez, des très jeunes, des ados, des DJ aussi, et puis des générations de leurs parents ou autres. Et en fait, d'arriver justement à agréger des publics différents, où on oublie la technologie. Effectivement, ces concerts sont très technologiquement assez sophistiqués, mais finalement on s'en fout de la technologie. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce que vous me disiez, si vous avez eu le frisson à un moment donné, j'ai gagné. Le reste, on s'en fout d'une certaine manière. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci à vous. Merci. Parfait.